Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au sein du secteur 2814. On va commencer ce nouveau live avec nos dernières lectures. Il y en a eu pas mal, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et une bonne petite répartition, je trouve, entre comics et manga. On va voir tout ça. Ouais, ça va très bien, Matt. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est moi qui vais commencer. Alors, j'en avais déjà parlé par le passé, donc je vais aller un peu plus vite concernant le résumé. Donc, je vous rappelle, il s'agit de l'adaptation des Trois Royaumes, donc en manga, où nous suivons Eisei qui désire unifier tous les royaumes de la Chine. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on attaque tout le monde. Donc là, c'est la suite, hein. Donc vous avez Qin qui attaque Zhao et plus précisément, vous avez le général Kanki qui est contre le général Riboku. Alors Kanki qui est un méchant garçon. J'allais dire des choses pas très gentilles, mais il y a de chastes oreilles dans mes bras, donc on va dire plutôt un méchant garçon, voilà. Et qui fonctionne à l'instinct, tandis que Riboku est vraiment le pur stratège qui met du temps à préparer ses plans, qui ne veut pas se laisser surprendre, etc. Donc vraiment deux styles totalement opposés et qui vont finir par s'affronter. Ça va être la fin du combat dans ces livres, donc entre le tome 68 et le tome 71. Donc il y en a un qui va mordre la poussière. On notera également des flashbacks pour Kanki. C'est assez rare, je l'avais déjà dit la dernière fois. Donc là, on a la fin des flashbacks de Kanki et bah, du coup, on avance tout doucement vers l'arc suivant. Donc après une petite période de transition de un tome et demi, où il y a beaucoup de blabla, où on est beaucoup plus sur des débats philosophiques presque. Ça fait bizarre pour du Kingdom, hein, où clairement, en général, bon, je dirais pas que tu éteins ton cerveau parce que c'est faux, mais tu sais que tu vas avoir ta dose de baston, clairement. Donc là, c'est vrai que ça a fait un peu bizarre, mais on reprend bien vite après sur un combat, donc retour entre Kin et de nouveau Zhao, avec de nouveaux généraux. Je vous dis pas si c'est dans un camp ou dans l'autre, ça c'est à vous de le découvrir. Mais en tout cas, la qualité est toujours au rendez-vous. J'adore ce manga, je vous le conseille, même si effectivement il y a déjà 71 tomes, mais j'ai envie de dire, ça reste déjà moins qu'un One Piece. Hop là, le petit tacle envers One Piece. Eh oui, bah ça fait quoi? Ça fait au moins 5 ans qu'il nous a dit qu'il était dans son dernier arc là. Il abuse, non? Oui, mais 5 ans One Piece, c'est genre, genre comme des âges de chien ou les âges de chien inversés. Genre, c'est Ah, donc One Piece nous enterrera tous, c'est ce que tu veux dire? probablement. Ça me m'étonnerait pas. Hop, hop, hop. Niveau comics, alors c'est vrai qu'on a du lecture VF, enfin oui VF, mais je suis même pas sûr que ce soit sorti en intégrale urbaine. Mais vu que voilà, on était bien au-delà des numéros 1, voilà, je l'ai décidé de pas de mettre dans la rubrique des numéros 1 de la VO. Et comme je voulais aussi également lire, le special All In, qui faisait directement suite à Absolute Power, voilà, j'ai fait mes devoirs pour, niveau continuité d'ici. Avec, Absolute Power, voilà l'événement en 4 numéros écrit par Mark Waid et dessiné par Dan Mora, voilà qui est un peu censé un peu, redéfinir un peu le statu quo, surtout au niveau de la Justice League. Donc globalement, l'histoire c'est Amanda Waller avec l'aide de Failsafe, qui est un méchant assez récent de la galerie des méchants Batman. Son but c'est de siphonner le pouvoir des super-héros de la Terre, et de les arrêter. Donc la magie n'a plus d'effet, les super-pouvoirs style, enfin un peu plus technologique ou même vis-à-vis par exemple les Kryptoniens n'ont plus leur pouvoir. Enfin voilà, en gros il y a très très peu de personnes qui ont encore leur pouvoir, notamment à cause des Amazos et tout ça. Et du coup, Failsafe fait aussi un peu un mix avec la technologie Amazo pour pouvoir répliquer leur pouvoir et voilà, encore plus péter leur gueule facilement. Donc voilà, ça raconte un peu comment les héros doivent se réorganiser sans pouvoir. Et en plus, à cette période-là de la chronologie, d'ici, il n'y a plus de Justice League, pas de satellite en orbite ou sur la Lune, etc. Donc c'est un peu voilà comment les héros arrivent à se réunir,
à se protéger et à aller péter les dents d'Amanda Waller. Pas littéralement, mais voilà. Euh, j'ai plutôt bien aimé, j'avoue, mais c'est vrai que l'attrait principal de l'événement, c'est vraiment les dessins de Dan Mora en fait, hein. C'est ce qui m'a surtout motivé à aller là-dedans. Parce qu'après, bon, 4 numéros, ça passe assez vite. Donc on n'a pas vraiment le temps de développer un peu les conséquences de la perte de pouvoir pour pas mal de personnages. On voit que oui, ils peuvent plus, Superman ne peut plus arrêter les balles, etc. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment d'exploration plus psychologique, alors que c'est dommage parce que ça pourrait être très intéressant. Après, bon, je sais qu'il y a eu plein pas de spin-off, mais il y a eu plein de tie-in, de plein de titres différents Absolute Power. J'avoue, j'ai pas eu trop la motivation de me lancer là-dedans. Je voulais juste rester sur l'événement principal. Et c'est surtout pas mal d'actions, des panels qui sont magnifiques. Enfin voilà, c'est surtout l'aspect graphique qui est très très cool. Après, au niveau de l'histoire, ça fait le café. C'est pas transcendant et je pense pas que ce soit vraiment le but de l'événement. Je pense que c'était vraiment ouais, un peu tout remettre à zéro avant l'initiative All-In de DC dont on reparlera je pense assez dans pas trop longtemps pour faire un peu le bilan de comment ça a démarré. Mais voilà, c'était un peu pour remettre en place pas mal de choses de l'univers DC pour que une fois arrivé dans All-In, tout soit bien comme il faut pour qu'en termes de narration ça fasse sens. Voilà. Mais si vous cherchez voilà un truc qui se lit assez vite, qui est sympathique, en termes d'action ça envoie bien. Et évidemment les dessins sont magnifiques parce que c'est Dan Mora. Voilà. Mais si après vous n'êtes pas forcément fan du dessinateur ou que la continuité c'est pas votre délire, vous pouvez vous en passer. Voilà, allez peut-être je sais pas sauvegarder quelques panels sur Google pour en faire des fonds d'écran. Mais voilà. Mais voilà, c'est sympathique. Mais Mais j'irai pas plus loin quoi. si je me trompe pas, c'est l'équipe créative là qui est actuellement sur Justice League Unlimited, non? Il me semble. Exactement. Oui. Oui, c'est Donc bien ça. Ouais. je vais suivre ça avec attention parce que et juste avant Mark Waid et Dan Mora étaient sur Shazam. Enfin, pendant très longtemps parce que je pense qu'ils ont été un peu embrigadés par Absolute Power et Justice League. Et j'avais quand même bien aimé leur numéro Shazam, mais parce que les dessins, voilà. Mais voilà, c'est une équipe qui, Mark Waid, c'est pas n'importe qui et Dan Mora non plus, donc je suis leurs travaux avec attention. Bah, du coup, on en parlera la semaine prochaine, mais je peux d'ores et déjà teaser. Je l'ai lu, hein, le Justice League Unlimited. Et ben, c'était pas mal du tout. Ah, Et effectivement, Dan Mora est en bah forme. Mais on en reparlera. ouais, oui, bah pareil, il faut que je m'ai mis sur la liste de lecture, mais on n'y est pas encore, mais ça va pas tarder parce que il me tarde, il me tarde. Ah, Ah, on va reparler maintenant d'un grand incontournable. Alors, enfin, d'un grand incontournable, en tout cas concernant l'œuvre originelle, donc bien sûr Dragon Ball. Après, concernant Dragon Ball Super, j'ai bien évidemment conscience que cela divise un peu plus. Et je pense que ces deux tomes-là ne vont pas du tout aider. Alors, pour rappel, pour ceux qui l'ignoraient, le manga a continué, hein, bien sûr. Le dessin animé s'est arrêté, mais le manga a continué. Alors maintenant, il est aussi lui-même à l'arrêt suite au décès d'Akira Toriyama, mais, euh, mais le manga, sinon, il a été plus loin que le dessin animé. Au niveau donc des tomes, j'en ai lu deux, le tome 21 et le tome 22, et ils sont quand même vachement différents l'un de l'autre. Le tome 21, ce qui m'a fait dans un sens assez plaisir, c'est qu'on a retrouvé quand même pas mal de codes en fait de Dragon Ball. Du coup, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant dans cette petite présentation rapide. Donc, déjà, on a un humour un peu à la Dragon Ball. Alors, pas le coup du paf paf. Ça, quand même, c'est fini, hein. On va pas se mentir, on est quand même dans une autre époque, hein. Donc ça, c'est fini. Il n'y a pas de Tortue Géniale qui demande une culotte. C'est pas à ce point-là. Mais oui, c'est un peu plus détendu, un peu, ouais, un peu plus. Je sais pas comment dire, ça c'est difficile à dire. Moi, ça m'a fait penser à Dragon Ball sur plusieurs points. Euh, Beaucoup de personnages secondaires qui sont mis en avant, notamment donc Trunks et Goten, qui sont clairement dans Dragon Ball Z, à part quand ils ont leur petit moment de gloire face à Boo et encore.
Sinon, ils ne sont pas mis en avant tant que ça, hein, on va pas se mentir. Et dans Dragon Ball Super, c'est un peu la même chose, hein. Ils avaient déjà du mal à remettre en avant Piccolo et Sangohan. Alors du coup, Goten et Trunks, je vous dis pas. Là, ils sont un peu mis en avant, donc ça fait plaisir. Bon, avec le principe du Great Saiyaman, ça m'insupporte, mais bon, je suppose qu'on peut pas tout avoir. Et toujours dans cette optique des personnages secondaires, Trunks, pardon, Krillin aussi qui est mis en avant. C'est cool. Franchement, c'était chouette. Bonsoir, Mac. Oui, effectivement, Salut. donc Wed et Mora, on va aussi en parler la semaine prochaine. Donc, voilà un bon petit tome qui était pas mal du tout. Et donc concernant le tome suivant, le tome 22, alors là c'est l'exact opposé. On est là typique dans du Dragon Ball Super, pardon. Et cette fois, j'ai envie de dire vraiment zéro surprise, puisque bah, il s'agit tout simplement de l'adaptation du film qui est sorti dernièrement au cinéma. Donc Dragon Ball Super, Super Héros, je crois, tout simplement, ou un truc comme ça. Oui, Enfin, en tout cas, il y a deux fois Super, c'était mal foutu. Qui n'était pas si mal, hein. Moi, je l'avais plutôt bien aimé. bien Euh, aimé aussi, ouais. donc c'était. Ah, tu l'avais vu? Ouais, au D'accord. cinéma aussi. Ok. Donc ouais, 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 clairement, j'avais été agréablement surpris. C'était chouette. Alors par contre, la logique même du manga, du coup, je ne la comprends pas parce que des fois ils adaptent le film, des fois non. T'as l'impression que c'est suivant l'envie de l'auteur. Ah oui, bah celui-là on va le mettre et celui-là non. C'est vraiment assez difficile de piger une certaine logique là-dedans, mais bon, voilà. En tout cas, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, ben c'est tant mieux, comme ça vous l'aurez en bouquin. Par contre, pour ceux qui s'étaient déplacés du coup au cinéma, bah là, vous achetez deux tomes, parce que il me semble que ça, non, je crois que c'est pas bouclé, donc ça se bouclera dans le 23. Vous achetez deux tomes pour bah, un truc que vous venez de voir, quoi. Ça, c'est un peu plus dommage. Sur le chat, bien sûr, ou puisque nous sommes sur YouTube, hein, bien sûr, donc sur le chat ou en commentaire de YouTube, n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos dernières lectures, est-ce que vous les avez appréciées, est-ce que vous les conseillez. On peut tout à fait rebondir sur vos lectures à vous. Le principe de ces lives, ce sont les échanges, donc n'hésitez pas. Conan le barbare. Alors je ne les ai pas achetés, c'est un ami qui me les a prêtés. Alors c'est simple, moi j'ai, je sais pas, quatre bibliothèques, je crois, cinq bibliothèques de bouquins. Lui, il en a deux fois moins et il y a que du Conan dedans. C'est aussi simple que ça. Ça faisait un Ah oui. moment que je voulais lire du Conan le barbare. J'hésitais à lui demander parce qu'il a quand même plusieurs ouvrages qui coûtent cher quand même, hein. Des fois, il a vraiment les omnibus Conan en anglais. Donc c'est vrai que ça m'embête toujours de demander à ce qu'on me prête un ouvrage pareil. Bon, il m'a dit 10 fois qu'il fallait pas que j'hésite, donc du coup, bon, voilà, j'ai craqué, je lui ai demandé, et puis bah, j'ai du coup commencé par le commencement, à savoir les intégrales. Les trois premiers, il les avait en VF, donc ce sont ces trois intégrales-là. Je suis vraiment content d'attaquer cet univers. Ça faisait, comme je vous l'ai dit, vraiment un sacré bout de temps que je voulais commencer. Et je pense que c'est pas plus mal de commencer par les années 70 parce que c'est vrai que c'est toujours délicat si on tape dans des comics modernes de remonter après aussi loin dans le même univers. C'est peut-être un peu plus compliqué dans ce sens-là, tandis que là, je fais tout simplement dans l'ordre et c'est chouette. Alors, c'est très bon. Alors, après, je manque peut-être d'objectivité parce que, comme je l'ai dit, ça fait tellement longtemps que je voulais les attaquer, mais en tout cas, moi personnellement, je les ai trouvés quand même très bons. Il faut savoir que en termes d'intégrales, alors c'est le troisième intégral que j'essaie. Avant ça, j'avais déjà lu une dizaine d'intégrales Spider-Man et une dizaine d'intégrales X-Men. Donc là, j'en ai lu trois de Conan. Personnellement, j'ai préféré Conan. J'ai trouvé que c'était ce qui se rapprochait le plus de notre époque moderne, même si sans surprise, les codes n'étaient vraiment pas pareils. Les codes dont je parle en termes de de la partie graphique au sens large, que ce soit les dessins ou la colorisation, le découpage qui est vraiment très académique, ou même au niveau de l'action, je veux dire, il y a énormément de coups d'épée. Je crois que sur ces trois bouquins, j'ai peut-être vu deux fois du sang. Voilà, l'époque était clairement différente. Pareil, au niveau des histoires, c'est vraiment 9 fois sur 10, un chapitre, une histoire. Et après, tu passes à autre chose. C'est vraiment très rare que Conan reste avec
un camarade durant plus d'une histoire. Des fois, ça arrive, vous va y rester avec lui 2 ou 3 histoires max, ou alors après, il va le retrouver dans le tome suivant, mais vraiment juste histoire de le revoir un coup. Mais sinon, c'est vraiment un chapitre, une histoire. Donc ça, c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'aime, donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, malgré ça, ça reste quand même de qualité en même temps. Roy Thomas a déjà fait ses preuves, hein. Donc c'est lui qui est au scénariste des trois. Et en plus d'une fois, il s'est basé donc sur les romans. Alors je me souviens plus si ce sont des romans ou des nouvelles, mais en tout cas sur les ouvrages originels. Donc on garde quand même le principe de Conan le Barbare. Et concernant le troisième tome, je l'ai fini aujourd'hui et bah, grande surprise, elle est sur la cover en fait, alors que je l'avais pas calculé, la pauvre, je l'avais pas du tout vue. Et même si je savais qu'elle était apparue pour la première fois dans Conan le Barbare, ben c'est vrai que ça m'était sorti de la tête et je m'attendais absolument pas à la voir. Bah du coup voilà, j'ai vu les débuts de Red Sonja, c'était cool. Voilà, et puis bah du coup elle apparaît comme j'ai dit encore une fois un chapitre ou deux grand maximum, et puis après bon on passe à autre chose et je suppose qu'on la retrouvera vraiment que bien plus tard. Là, elle est vraiment présentée comme étant un personnage comme un autre, hein, alors que bah, finalement, on sait que par la suite, elle va clairement sortir du lot. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, j'ai mis les premières phrases sur la slide suivante, si tu veux bien, Martin, s'il te plaît. Donc voilà, du coup, là, vous avez vraiment, dans les comics, la première chose que l'on dit à propos de Red Sonja. Et même si ça date des années 70, je trouve que ça l'a représenté plutôt bien déjà. Donc Red Sonja, oui, c'est une sacrée diablesse, elle fait rouler sous la table les soifards et jure mieux qu'un zingarien. Les hommes rêvent d'elle, mais elle n'est la compagne d'aucun. Donc au final, en termes d'état d'esprit, on n'a pas tant changé que ça en 50 ans, et encore une fois, c'est pas plus mal. Et c'est vrai que là, pour le coup, euh, on retrouve vraiment beaucoup de traits de personnages que certaines sociétés vont essayer de mettre à d'autres personnages féminins actuellement, histoire que la femme fasse un peu femme forte, qu'elle fasse un peu badass, mais de nos jours, parfois c'est bien fait, parfois tu as un peu le côté forcé. Là, ça passe vraiment du feu de Dieu. Tu sens vraiment que elle est, qu'il faut pas lui casser les machins et encore moins si t'es un homme, quoi. C'était chouette à voir. C'était vraiment cool. Notamment, elle rembarre. C'était drôle à voir. Elle rembarre Conan, parce que du coup, en fait, il veut l'embrasser, donc elle le repousse, il l'envoie, je sais plus, je crois, dans des arbustes ou un truc comme ça. Et Conan, il se lève, furax, et lui dit t'es au courant que j'ai déjà massacré bien plus d'hommes qui avaient fait bien moins que ça, hein. Je suis à ça de t'étriper, quoi. Et elle lui répond non, mais t'es en train de m'embrasser et je le veux pas, tu t'attendais à quoi? Et, bah oui, oui, c'est aussi simple que ça. C'était chouette, c'était vraiment cool. Petite pause, Martin, peut-être pour rebondir sur lecture de nos camarades. Alors, Klaus, Oui, c'est ce que je j'ai voulais. j'ai beaucoup aimé aussi. Je sais pas si tu l'avais lu, toi, Martin? Non, mais il m'a tapé dans l'œil Pas trop fort, et j'en ai vu j'espère. des très bonnes critiques. Non, ça va, je ne suis pas. J'ai encore mes deux yeux fonctionnels, même s'il faut que j'aille chez l'ophtalmo, Ah, il faut ah que oui, j'y pense. faut pas rire avec ça. Alors Klaus, j'en dis pas plus parce que bah il est dans la liste, donc je vais en reparler tout à l'heure du coup. Mm, Howard Lovecraft, je sais pas ce que tu as lu, mais j'adore. Donc c'est un univers que j'aime mm. Oui, énormément et je sais que Martin aussi. Dawn of oui, oui. Superman tome 3. Non, je suis vachement en retard dans les. J'allais dire dans les Dawn of Superman, mais non, mais dans les Dawn of au sens large. Même le Dawn of Green Lantern, je suis en retard, Mm. c'est horrible. Ouais, ça aussi, c'est un peu la vague que j'ai un peu délaissée. Où j'allais un peu, enfin, j'allais sur des lectures un peu différentes. Mais c'est vrai que de ce que j'ai entendu, à peu près toute la run de Williamson sur Superman est très très solide, quoi. Donc voilà. Et je crois que c'est encore lui, d'ailleurs, depuis All In. Je pourrais dire des bêtises, mais il me semble que c'est encore lui. Et donc bon, je pense que de toute façon, Williamson a plutôt bonne réputation pour faire du travail solide assez constamment. Donc ça ne me surprend pas trop. Ok.
Ah. J'allais le dire. Ah. Ouais, surtout que j'ai l'impression. Ah, il est au dessin d'Admora sur le all-in. Ben, ça va peut-être me motiver à me remettre dans les Superman mensuels, je ne sais pas, c'est pas impossible. Mais bon à savoir, mec, merci. Euh, Moi, cette fois-ci, pour ne pas changer, Green Lantern Terre 1. Donc le premier tome, voilà, il faut que je commence, il faut que je commence le tome 2 bientôt, hein, parce que mine de rien, il faut un peu finir ce qu'on a commencé. J'ai pas trop m'éterniser dessus. J'en avais déjà parlé dans la rubrique en une après-midi sur l'univers de Green Lantern, où voilà, l'objectif était un peu de concocter un bon pack de démarrage et je l'avais mis dans un peu les moins essentiels, mais c'est tellement bien et c'est sur une formule différente de ce qu'on voit habituellement dans les Green Lantern que voilà, ça me paraissait plutôt pas mal aussi de voir ce qu'on peut aussi faire avec cet univers-là de différent par rapport à la continuité classique. Donc voilà, Green Lantern Terre 1 de Corinna Becco et Gabriel Hardman. Bah, déjà, un peu niveau surprise, c'est que bah, ces deux noms-là, je les connais que très peu, bah, mis à part pour ces œuvres-là. Je les ai pas revus. Après, bon, je connais pas tout, enfin, je connais pas toutes les séries en cours et tous les artistes, mais c'est vrai que c'est pas des noms que j'ai revus souvent depuis. Et je trouve ça dommage, bah, parce que le titre est très très bien en fait finalement. Bon après je suis pas très impartial sur la question, voilà, parce que tous les deux on aime beaucoup Green Lantern. Mais même au-delà de ça, voilà, c'était enfin un très bon récit, voilà, qui sait te prendre comme il faut et à bien retranscrire un peu l'aspect très sombre en fait de l'espace. Enfin voilà, au niveau des couleurs, je trouve que c'est très intéressant et la manière dont ça retranscrit le cosmos, c'est l'espèce de tapis d'étoiles dans l'univers, je trouve ça magnifique. Mais même au-delà de ça, l'histoire elle est plutôt cool. Ça fait quelques changements. Elle est plus un pilote de ligne, mais voilà, c'est un astronaute. Et il y a peut-être un côté un peu plus hard SF. Il y a peut-être un peu moins magique entre guillemets. Bon, c'est mon ressenti, et voilà. Mais voilà, c'est une bonne alternative. Bon, le seul regret que j'ai, c'est que voilà, ça fasse partie de l'initiative Terre 1 qui s'est un peu vite retrouvée mise au placard un peu. On a le Terre 1 Batman qui a un peu subsisté parce qu'on avait Geoff Jones et Gary Frank. Mais voilà, ça a eu pas mal de. Voilà, ça c'est survenu pendant un moment et puis ça a assez vite disparu. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé, rien qu'avec ce premier tome, j'aurais bien aimé en voir 5 autres, quoi, finalement. Mais voilà, si vous cherchez une lecture un peu voilà, dans un univers pas isolé, enfin si isolé, mais voilà, c'est une histoire qui se suffit elle-même, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Vous avez les origines, vous avez des aventures. Voilà, je ne peux que conseiller. Voilà, j'ai même le bouquin ici, voilà, que j'ai eu grâce au partenaire de FDCU, bdfug.com. Voilà, donc si vous voulez acheter vos comics, vous pouvez le faire sur le site depuis le site MDCU. En plus, voilà, ça aidera le site en même temps. Donc voilà, petite promo. Voilà, ça se voit que je bosse dans la com. Et bah ouais, Achetez. c'est super sympa, ça fait plaisir, mec, merci. Voilà. Donc, Ah bah, oui. en plus, je sais pas, le site est bien foutu, il est pratique, vous avez un peu de tout et ça permet un peu de pas commander chez Amazon tout le temps si vous n'avez pas forcément des libraires à côté de chez vous. C'est une bonne alternative. Donc voilà, il y a de la BD franco-belge, enfin il y a tout. Voilà. Voilà. En plus, c'est directement lié à MDCU, donc il suffit que vous cherchez un truc sur MDCU, vous pouvez commander depuis là-bas. Enfin, c'est bien foutu. Donc c'est gagnant-gagnant. Voilà, il faut le voir comme ça. Alors, du coup, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc, concernant déjà le comics, effectivement, hein, j'adore Green Lantern. Je pense que vous l'avez compris, on est tous les deux fans de Green Lantern. Donc, c'est une très très bonne surprise cette revisite de l'univers de Green Lantern. J'ai beaucoup aimé. Je pense même que ça aurait mérité quelques numéros de plus. Ils se sont peut-être arrêtés un peu trop rapidement. C'est dommage. Mhm. Et effectivement, si vous voulez soutenir MDCU, n'hésitez pas à passer vos commandes en passant par MDCU. Du coup, vraiment en passant par MDCU, donc en cliquant sur le bouton acheter sur BDFUG, mais sur MDCU pour que vous soyez redirigé, mais avec le code MDCU, ça aidera à soutenir le site qui, vous le savez sans doute, hein, Internet évolue, les sites Internet rapportent de moins en moins d'argent, donc il est de plus en plus difficile de payer les serveurs, les choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez. BDFUG est très sérieux, très pro. Pour l'instant, je crois en 7 ans que je passe par eux, j'ai eu une seule fois un problème et je les ai contactés. Et, ils ont arrangé ça en 2 temps, 3 mouvements. Donc voilà.
qui a même été livré plus tôt qu'indiqué. C'est dire. Ah, Ça n'arrive jamais. ah, de nouveau mon tour. Alors, c'était pas forcément prévu que je parle des résidents. Mais la surprise a été tellement bonne que du coup, je me suis dit que ça serait bien d'en dire quand même quelques mots. Euh, alors, il faut savoir que ça fait partie d'une poignée d'ouvrages, hein. C'est-à-dire que le mythe de l'ossuaire, c'est déjà la troisième œuvre, si je ne m'abuse. Donc il y en avait déjà deux autres qui étaient sortis un peu dans le même délire, un peu dans le même univers. Où donc avec ce tome d'ailleurs, on commence tout doucement, hein, à faire des liens entre les ouvrages. Donc là, c'est le troisième. Alors, on va commencer par le gros point fort de cet ouvrage, c'est vraiment la partie graphique, qui est vraiment hallucinante, elle est complètement dingue, que ce soit au niveau des dessins, de la colorisation, du découpage, qui est vraiment très 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 bien pensé, très noir par moment. Franchement, ça apporte énormément à l'ambiance et dans un sens, c'est triste à dire, mais franchement, en termes de frissons, en termes de comics faits pour te mettre mal à l'aise, j'ai été mille fois plus pris par ce bouquin que par les deux comics monstres Universal dont j'avais parlé du coup il y a quelques semaines. Peut-être même la semaine dernière. Donc celui-là, il m'a vraiment plus emballé que les deux autres. C'était vraiment impressionnant. Je pense notamment à un moment où il y a un personnage qui s'approche de la fenêtre, parce que ça se passe dans un bâtiment. Il s'approche de la fenêtre, il fait Ouah, vous avez vu ça? Tu tournes la page et tout de suite après, tu vois en fait donc, ce qui se passe dehors. Et à peu de choses près, tu as l'impression que c'est une représentation de l'enfer avec presque comme Cthulhu, enfin dans un univers Lovecraftien où tu as des monstres gigantesques un peu au loin dans la pénombre comme ça sur des bâtiments. Cette double planche, parce qu'en plus c'est une double planche, mais elle est magistrale. Je suis resté bloqué dessus pendant un bon moment. En plus, Urban Comics a vraiment fait les choses en grand en proposant une superbe édition avec un bouquin qui clairement va me défoncer l'étagère, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, si vous êtes du genre à apprécier les comics un peu horrifiques, un peu sur les esprits, les choses comme ça, bah, je vous conseille Les Résidents. C'était vraiment pas mal du tout. Et là, pour le coup, vous ressentez vraiment le fait que les personnages soient plus ouais, des pantins, des personnages soumis à une force supérieure que vraiment des personnages. Alors bien sûr, ils sont travaillés, on en sait un peu plus sur eux. Je me souviens notamment de l'Asiatique qui est bon à balancer une insulte à chaque page ou presque. Donc voilà, il y a quand même des traits de caractère, mais, euh, mais on sent qu'ils sont là plus en tant que, ouais, que pantin, qu'autre chose. Un peu comme dans les films Jason où on sait qu'ils sont bons juste pour se faire massacrer. Bah là, c'est un peu le même principe. Tu sais pas qui va réussir à s'en sortir, quoi. Donc voilà, très très bonne lecture. Bonsoir, Docteur Bishop. Salut! On en est à nos dernières lectures, Docteur Bishop. N'hésite pas à nous dire quelles sont les tiennes et si tu les as appréciées. Là maintenant, je rejoins Matt concernant donc Klaus. Alors c'est une réédition, hein, Klaus avait déjà été édité en France, mais là vous avez en plus les derniers numéros. C'est-à-dire que par la suite, Morrison avait fait quelques numéros supplémentaires pour un peu aller plus loin dans l'univers de Klaus. Donc là, vous avez vraiment l'intégrale, c'est-à-dire l'histoire de base et les histoires ajoutées, qui sont pas mal du tout en plus, faut être honnête. C'était pas mal. On retrouve encore une fois Dan Mora au dessin, comme quoi on en parle beaucoup en ce moment, euh, qui est très efficace. Franchement, j'ai rien à dire. Les couleurs font quand même très féerique, très conte de fées, c'est plutôt chouette. Alors, c'est vrai que dans le sens où on parle de véritable histoire du Père Noël, moi, dans ma tête, dans mon esprit, mais peut-être que je me trompais, l'histoire du Père Noël était un peu plus sombre que ça. Du coup, je m'attendais aussi à une patte graphique plus sombre, avec des couleurs peut-être un peu plus atténuées. Bon, je dirais pas qu'elles sont flashy là, mais je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de jeu avec les ombres, effectivement, que ce soit un peu plus dark. On va pas se mentir.
Mais c'était l'idée que moi je m'en faisais avant d'attaquer la lecture, hein, attention. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est que ce que moi j'en attendais avant la lecture. Ça ne change rien au fait que les dessins et la colorisation sont ici très efficaces. L'édition d'Urban Comics, c'est une fois encore à souligner. Ils font vraiment, vraiment du bon taf. Non, quand même pas, Matt. Je confondais pas avec le Saint-Nicolas, mais il me semblait qu'elle était quand même un peu plus sombre que ça, son histoire. Mais bon, encore une fois, je peux me tromper, hein. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que donc on te donne une histoire vraiment qui fait bah, justement un peu conte de Noël. Donc tu as une histoire qui vend du rêve, donc qui est un peu dans la continuité du mythe même du Père Noël, donc ça c'est plutôt chouette. Mais en même temps, on te donne beaucoup de réponses concernant les caractéristiques en fait du Père Noël. Du coup, grâce à cette histoire, tu sais bah, par exemple pourquoi il privilégie les cheminées, pourquoi il est immortel, pourquoi le froid. Tout ça, c'est vachement intéressant et ça a l'air de rien, mais bah, ce sont des caractéristiques fondamentales du Père Noël, comme je l'ai dit. Et du coup, raconter le passé du Père Noël sans venir sur ce sujet-là, ça aurait été un manquement, je pense, clairement. Et là, bah, c'est pas manqué pour le coup. C'est pas mal du tout. Donc voilà, clairement une lecture que je vous conseille également. Alors, c'est pas du tout le même registre que l'ossuaire hein, de tout à l'heure, mais les deux sont très bons, aucun problème. Et alors, si vous connaissez un peu Grant Morrison, vous savez que le garçon est du genre un peu à perdre le lecteur, si vous n'êtes pas habitué, tout du moins, notamment avec une construction un peu décousue, un peu en puzzle et parfois un peu complexe. Et là, ici, il a pris une écriture quand même qui est vachement traditionnelle pour le coup. Donc, il n'y a pas moyen d'être perdu pour le coup, aucun problème. Je viens de me Ah, faire la réflexion que j'ai quasiment la même coiffure que le Père Noël. Bon, pas sans les cheveux gris, hein, ouais, moi mais aussi. Moi aussi, ouais. mmh. Ouais. Oh, t'as plus la barbe. Moi, la barbe, ça va être compliqué, hein. Ouais, ça viendra, ça viendra. T'es encore Je jeune, préfère comme on garder dit. mes cheveux. Oui, je n'ai même pas 25 ans. Ouais, Docteur Bishop, clairement, c'était une bonne lecture. Alors après, c'est pas un incontournable de l'industrie des comics, hein, j'irai pas jusque-là, mais disons que si t'as hésité, ouais, peut-être hésite pas à le feuilleter. Je pense qu'il y a moyen que tu passes quand même un bon moment dessus, ouais, clairement. Et puis, bah, visiblement, Matt est du même avis que moi, donc ça fait déjà du 2 sur 2, c'est déjà pas mal. Alors, je vais juste couper l'enregistrement.